Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Législatives et municipales 2013, le Conseil électoral de l'ECAM a jusqu'au 30 juillet pour rendre public les listes des candidatures. Mais ce Conseil électoral devra tout d'abord surmonter les pressions issues des multiples plaintes des candidats. Construction anarchique à Douala, les riverains de la rue Mermoz au quartier Aqua vivent dans la psychose après l'effondrement hier d'un immeuble de 6 niveaux en construction. Ceux-ci craignent que l'autre bloc du bâtiment resté debout ne puisse s'effondrer à son tour. Certains entrevoient même de déménager. Et enfin, Nelson Mandela souffle sur sa 95e bougie ce 18 juillet, une journée instituée, Mandela Day par les Nations Unies. Une façon de rendre hommage à ce héros de la lutte anti-apartheid. Eh bien, qu'est-ce que les Camerounais gardent de cet héros de la lutte anti-apartheid? Vous le saurez dans ce journal. Notons également que Mandela fête son anniversaire dans un contexte marqué par sa maladie, mais également des querelles au sein de sa famille. On en parle en deuxième partie de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de politique en ouverture de ce journal et plus précisément des législatives et municipales. Après le dépôt des dossiers de candidature, l'on note de multiples plaintes qui fusent de partout. La direction générale de l'ECAM ne désemplit pas, même comme on l'a noté, que tout le personnel n'a pas répondu présent à leur poste de travail ce jour. Les précisions avec Sal John et Marcelin Ganso. Le personnel d'Elections Cameroun a eu du mal à regagner le bureau ce jeudi. Et ce sont les responsables des partis politiques qui ont fait les frais. Venus pour diverses raisons, ils n'ont pas trouvé une oreille attentive, tout au moins pendant toute la matinée, se contentant d'un veuilleux repassé servi par les policiers. Et pourtant, ces acteurs politiques avaient des préoccupations qui les tenaient à cœur. Il manquait une pièce qu'on devait déposer en Kolmeseng. Malheureusement, nous n'avons pas pu la déposer et on nous a demandé de revenir ici. Et en arrivant ici, on ne trouve aucun responsable. Et l'ECAM ne donne pas l'attestation d'inscription dans la LECI. Nous sommes venus signaler la difficulté que nous avons eue sur le terrain et là nous sommes à l'attente. Ils nous ont demandé d'attendre. Après l'expiration du délai légal, certains partis politiques n'ont malheureusement pas pu déposer les listes de leurs candidats. Leurs lamentations se sont heurtées à un mur de silence. Nos listes encore s'en bas, c'est-à-dire le Mungo Sud. Ils sont arrivés à l'ECAM à minuit, 2 minutes, on n'a pas pris les listes quand même. Et vous savez que les opposants, ils vont sur les motos, on n'a pas de VX. On dit qu'il n'y a personne, bon, les gens ont travaillé toute la nuit et il n'y a personne pour nous recevoir. Pourquoi on explique quand même? Ces voix s'élèvent alors que le Conseil électoral entame dès le vendredi 19 juillet l'examen des milliers de dossiers de candidature déposés par une vingtaine de formations politiques. Notons à la suite de Marcelin Gansop que Yimgan Moyo et l'Union pour la fraternité et la prospérité sont non partants pour les législatives et municipales 2013. Eh bien, ils n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature hier à temps à la Direction générale d'Elections Cameroun à Yaoundé. Les précisions avec Yannick Mbazoua cette fois-ci. Je crois que nous allons revenir sur ce reportage portant donc sur certains candidats qui sont hors course. Il s'agit notamment de Yimgan Moyo et de l'Union pour la fraternité et la prospérité. Ces deux partis n'ont pas pu déposer à temps leur dossier de candidature au siège de la Direction générale d'Elections Cameroun à Yaoundé. Yannick Mbazoua. Le bal du dépôt des candidatures a concrètement pris son cours aux environs de 21h30. Scène première, le cas Théophile Yimgan Moyo. Alors, les dossiers sont là, l'argent est là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le mouvement citoyen, sa formation politique, ne participera pas aux élections municipales du 30 septembre prochain. Motif, non-paiement de la caution exigible. Parce que les services qui doivent prendre l'argent ferment les portes, on frappe à la porte, ils n'ouvrent pas. En dehors du cas Yimgan Moyo, notons aussi celui d'Olivier Billet. Sa formation politique ne participera pas aussi aux élections municipales et législatives. Si ces deux formations
n'ont pas pu déposer leur candidature. 7 autres se sont présentés à la Direction générale d'Elections Cameroun entre 21h15 et 23h57. Tout le contraire de l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances de Joachim Tabi Ouono et du People Action Party de Ayapol, arrivés au siège de l'ECAM en journée. Les candidats se disent sereins et soulagés. Nous pensons que nos dossiers, l'ECAM ne pourra pas les rejeter parce que nous avons lu et relu les textes. Eu égard moult difficultés rencontrées lors de la constitution des dossiers. Nous avons des routes en très mauvais état et c'était coûteux de venir jusqu'à Limbe parce qu'il y en a qui ont payé juste 1 million, même plus. Donc c'était très très difficile point de vue d'argent. Malheureusement, comme vous le constatez, de par l'absence des images de la salle de recevabilité des dossiers, l'équipe d'Equinox Télévision a été interdite d'accès au siège d'Elections Cameroun. De toute la panoplie des chaînes de télévision existantes, seule la CRTV, comme vous le voyez en image, et Canal 2 International avaient accès à l'intérieur du bâtiment. Une scène qui remet sur la table de discussion le problème des dichotomies entre médias au Cameroun. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun est donc depuis ce matin à l'épreuve de la vérification des dossiers de candidature. Notons que l'actualité électorale avant le 30 septembre prochain sera marquée par la publication des listes, le contentieux préélectoral et le financement de la campagne électorale. Marcelin Ganson. Après le dépôt des listes de candidatures par les partis politiques, la balle est désormais dans le camp d'Elections Cameroun, dont les membres du Conseil électoral n'ont pas droit au sommeil pendant les 15 prochains jours. L'ECAM va procéder à l'examen des dossiers de candidature. Il a 15 jours pour ça. Après quoi, il va publier la liste des candidats définitivement retenus par l'ECAM. Selon la loi, c'est 60 jours avant le scrutin. Donc ça va coïncider avec le 1er août. La publication des listes par l'ECAM ouvrira le bal du contentieux préélectoral que devront vider les instances compétentes. Pour les législatifs, auprès du Conseil constitutionnel, pour les municipales, auprès du tribunal administratif compétent. Donc après quoi, nous aurons la liste définitive des candidats qui vont compétir à l'occasion du double scrutin du 30 septembre. Le financement de la campagne électorale est l'un des moments forts qui précèdent le scrutin du 30 septembre prochain. Lorsque donc la liste définitive, donc après contentieux, sera arrêtée, l'administration va procéder, n'est-ce pas, à la mise à disposition des fonds destinés à la campagne électorale parce que c'est sur la base des listes. L'enveloppe sera divisée en 2 tranches d'égal montant. La première tranche sera distribuée aux partis politiques, aux prorataires de listes acceptés et validés. La deuxième tranche sera distribuée après le scrutin, après le résultat, et ce sera aux prorataires des sièges obtenus. C'est dire qu'on est parti pour un long voyage dont les différents passagers ne pousseront un ouf de soulagement qu'au soir du 30 septembre. L'après 30 septembre étant une autre paire de manches. Les électeurs de la région de l'Ouest Cameroun ne sont pas encore tous rentrés en possession de leur carte électorale. Ce constat a été fait par le président du conseil électoral de l'ECAM, Fonkam Azou, qui vient d'effectuer une visite de travail dans cette partie du Cameroun. Jérôme Nassis Obzé pour plus de précisions. Le docteur Samuel Fonkam Azou, président du conseil électoral, vient de séjourner dans la région de l'Ouest. Il est venu dans un premier temps et vers la distribution des cartes électorales qui se poursuit et surtout féliciter toute l'équipe de l'ECAM dans la région de l'Ouest pour le travail jusqu'ici abattu et pas toujours facile. Le docteur Samuel Fonkam Azou a également invité l'équipe de l'ECAM à redoubler d'ardeur au travail avec surtout la tenue du 30 septembre prochain du scrutin couplé. Félicitations d'Elections Cameroun pour le travail abattu dans des conditions pas toujours faciles. Deuxième message, donc, qui redouble d'ardeur au travail. Les enjeux sont énormes. Il faut donc que tous nos collaborateurs puissent être à la hauteur. Samuel Fonkam Azou a invité ses collaborateurs à travailler en toute transparence, rappelant qu'une élection génère beaucoup de pression. Il a ici invité toute l'équipe de l'ECAM à mettre toutes les chances de son côté afin de prouver au terme de ce double scrutin
toute sa neutralité. Au terme des échanges, on s'est rendu compte que toutes les cartes électorales dans la région de l'Ouest ne sont pas encore produites. À cette préoccupation, Samuel Fonkamazu répond ceci. Mais c'est pas encore tard. Vous savez que si la loi n'était pas amendée, on aurait eu à attendre jusqu'à 40 jours avant le jour du scrutin pour commencer la distribution des cartes. Et nous disposons encore de plus de 75 jours. Je crois que si nous continuons à ce rythme-là, on devrait pouvoir distribuer toutes les cartes. Mais celles des cartes qui n'auront pas été distribuées, on pourra les retirer dans les bureaux de vote comme prévoit la loi. Il est donc question pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral de respecter le code de bonne conduite. Le président du conseil électoral a également invité les responsables des partis politiques engagés dans ce scrutin à adopter un comportement digne tout au long de ce processus. Tout autre chose dans cette édition du 20h, on parle de la construction anarchique dans la ville de Douala avec les riverains de la rue Mermoz au quartier Aqua qui vivent dans la psychose et même la peur depuis qu'un immeuble de 6 niveaux s'est effondré. Ces populations craignent que l'autre bloc de ce bâtiment resté debout ne puisse s'écraser d'un moment à l'autre sur leurs habitations. Certains envisagent même de déménager. Le constat dans ce reportage de Dalashtana et Flotamko Bensi. Le bloc restant de l'immeuble effondré à Douala, ainsi perché sur ses 6 niveaux, donne des sueurs froides aux riverains de la rue Mermoz. Ici, la peur de se faire écraser à tout moment oppresse même les usagers. Le danger est sous les yeux et les uns et les autres craignent que le pire arrive. Ici, à la délégation d'arrondissement de la femme et de la famille de Douala 1er, bâtiment qui juste l'immeuble effondré et celui restant, on se presse de faire les valises dans l'espoir de quitter au plus tôt les lieux. J'ai saisi les services de la communauté urbaine de Douala parce que quand j'arrivais, même on avait 4 niveaux, l'immeuble était à 4 niveaux. Là aujourd'hui on est à 6 niveaux. C'est un danger permanent. Et moi je regrette que chaque fois il faut que les gens agissent quand il y a mort d'homme. Donc on est là, vous envoyez les cartons, j'ai commencé à ranger mon matériel. Moi en attendant qu'on nous attribue un local. Je crois que il faut que je sorte d'ici parce que psychologiquement même je ne peux pas continuer à travailler dans cette ambiance. Les fissures observées sur un pan du bloc restant confortent les usagers dans leurs craintes. Le reste de l'immeuble nous fait bien peur. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre des précautions, n'est-ce pas, pour s'en éloigner, pour, n'est-ce pas, éviter de subir ce que ceux, n'est-ce pas, qui sont morts, n'est-ce pas, là, ont subi. Je suis arrivé, j'ai ouvert mes bureaux, je ne parviens pas à m'asseoir. Je suis dehors, j'ai toujours peur, même quand un petit bruit même de plastique me fait peur, donc c'est ça. Je ne veux plus qu'on laisse l'immeuble là-bas. Je ne veux plus. Peut-être en venant à la boutique de ma soeur, ça va aussi s'affaisser sur moi ou ma soeur même. Je ne veux plus que l'immeuble reste là-bas, qu'on enlève ça. Les riverains réclament la destruction du bloc d'immeubles restant, question d'éviter de se retrouver eux aussi dans la même galère que cette dame. Minette Bébé Eyoum a passé sa première nuit à la Belle Étoile. Son domicile a été réduit en miettes lors de l'effondrement. Toute ma maison est tout gâtée, vous-même vous ne voyez pas. Et si vous voyez même la télé que j'ai vue, voilà la chaise qui avait la télé s'est cassée. Dieu m'a fait enlever ce matériel pour me mettre ici là. Le matériel était dans la chambre, j'ai mis ça ici là. La peur dans le ventre, riverains et usagers de la rue Mermoz à Douala interpelle la responsabilité de la direction de la protection civile. Alors à la suite de ce reportage de Dalashtana et Flotamko Bensi, on parle du code d'urbanisme avec les experts en bâtiment qui disent que le contrôle des services compétents est primordial dans la réalisation des travaux pour éviter qu'on en arrive à de tels accidents comme ce qu'on a vécu hier à la rue Mermoz. Serge Alaoutou, reportage. Construire en milieu urbain obéit à un certain nombre d'exigences à remplir auprès de la municipalité. Toute personne physique ou morale désireuse de bâtir doit fournir en plusieurs exemplaires des plans sur la fondation, la façade et même les coupes de l'œuvre à construire. Un immeuble, on va t'exiger l'étude du sol parce que tout terrain, tout sol ne peut supporter, accueillir n'importe quel immeuble. Donc il faut aller voir des sociétés ou des techniciens qui étudient le sol,
suivant les compositions du sol, on peut vous dire que aller attendre de mètres sous le sol pour rencontrer là où la terre est bonne pour supporter l'immeuble. Pour un immeuble à plusieurs niveaux, le dossier technique est étudié en même temps qu'il est critiqué par les services techniques de la municipalité. La norme dans le domaine, c'est quoi? Veut que vous ayez un plan architectural bien fait, que vous ayez derrière, surtout dans des ouvrages comme ceux-ci qui reçoivent du public, que vous ayez derrière une étude géotechnique, une étude des structures et ensuite une réalisation selon les règles de l'art suivie par des ingénieurs, par des experts. Au rythme des fondements de ce que certains appellent château de cartes, à Yaoundé et à Douala ces derniers temps, pour les experts, c'est l'unanimité. Il n'y a même pas à se poser des questions. Cette procédure n'a apparemment pas été respectée. Vivement donc que la saignée s'arrête par la prise de décisions fortes. Restons dans la ville de Douala pour parler cette fois-ci de cet établissement public victime d'un acte de vandalisme. L'école publique primaire de la cité SIC à Bassa a donc reçu cette semaine la visite des délinquants. Plusieurs documents officiels ont été détruits et de nombreux objets emportés, comme l'indique ce reportage de Steve Eboulet et Sandrine Babo. Des tables bancs détruits, des documents officiels et des livres scolaires jetés au sol, des toitures emportées, c'est le visage que présente l'école publique de la cité SIC Bassa au lendemain du passage des présumés bandits dans cet établissement. Tout a été vandalisé, les fichiers scolaires, le bureau du directeur, les salles de classe où les défécations ont été d'une hauteur incomparable. Même les papins qui étaient destinés à la réfection des salles de classe de cette école ont été saccagés par ces mains encore non identifiées. La prochaine rentrée scolaire 2013-2014 reste incertaine pour les responsables et élèves de l'école publique de la cité SIC Bassa. Vraiment, nous sommes désemparés. Nous ne savons pas comment nous allons aborder cette rentrée. Désormais, les yeux sont tournés vers les autorités administratives de l'arrondissement de Douala 5e afin que la sécurité soit établie dans cette école. Nous nous remettons à la sagesse des autorités, de Douala 5e, le sous-préfet, le maire, l'inspecteur d'arrondissement. Pourquoi ne pas le préfet du Wouri et madame le délégué régional? Nous les interpellons pour qu'on ait un peu de sécurité dans cette école. Eh bien, nous sommes le 18 juillet 2013, une date qui coïncide avec l'anniversaire de Nelson Mandela qui souffle sur sa 95e bougie. C'est également ce jour institué par les Nations Unies, Mandela Day. Alors, qu'est-ce que cette journée rappelle pour beaucoup de Camerounais? Pour le savoir, suivons ce reportage de Julingue et Mitterrand. Eh bien, nous allons donc revenir sur ce reportage portant donc sur le Mandela Day qui se célèbre ce 18 juillet, une date qui coïncide, qui correspond à l'anniversaire, le 95e anniversaire de Nelson Mandela. Eh bien, nos reporters sont descendus dans quelques rues de la capitale économique pour savoir ce que les Camerounais pensent de cette célébration. C'est dans ce reportage de Julingue et Mitterrand. Ce 18 juillet 2013, la communauté mondiale est appelée à poser des actes nobles pendant 67 minutes. Ceci en souvenir aux 67 années de lutte pour la liberté menée par Nelson Mandela. Les Camerounais de la ville de Douala le savent-ils? Je ne suis vraiment pas au courant. Et une comme moi, je n'ai pas vraiment connu Nelson Mandela. Donc je sais vraiment quoi dire par rapport à sa journée. Non, je ne suis pas au courant. Oui, c'est par rapport à quoi? Sa journée, ça consiste à quoi? Non, je ne suis pas au courant que c'est sa journée. Bon, je le félicite comme c'est la journée de Nelson Mandela aujourd'hui. Je le félicite. Instituée par l'UNESCO depuis le 18 juillet 2009, cette date permet de rendre hommage au tout premier président noir de l'Afrique du Sud pour son engagement dans la lutte contre l'apartheid. Après ses 25 ans passés en prison pour la même cause, le premier président noir de la nation arc-en-ciel demeure une source d'inspiration pour la jeune génération. Je voudrais aussi être un grand homme comme lui dans le futur. Donc je l'apprécie beaucoup. Il a beaucoup combattu pour l'Afrique du Sud surtout. Et pour tout le monde, pas seulement pour l'Afrique du Sud. Pour tout le monde entier.
Malgré son état de santé précaire, Nelson Mandela, qui fête ses 95 ans ce 18 juillet, reste une légende africaine à travers son action humanitaire dans le règlement des conflits, les relations entre races et la paix sociale. Cette journée qui lui est consacrée permet de conscientiser les nations à faire de chaque jour un jour Mandela. Dans la ville de Douala, il y a un carrefour qui porte le nom du héros de la lutte anti-apartheid. Le carrefour Nelson Mandela, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Eh bien, aucune trace du héros de la lutte anti-apartheid n'était donc visible ce jour. Mais l'évocation de son nom ne laisse personne indifférent, comme on peut le constater dans ce reportage de Dallas Chana et Serge Alaotou. Carrefour Nelson Mandela, dans le 3e arrondissement de Douala. En cette journée du 95e anniversaire du héros de la lutte anti-apartheid, si le Mandela Day ne dit presque rien à personne ici, on se souvient quand même de Madiba. C'est un homme célèbre. Oui, c'est un grand homme africain. J'ai compris que c'était son 95e anniversaire, je crois. Un jour qui rappelle la naissance de Nelson Mandela. Après combien c'est lui, non? Semblable. L'hospitalisation depuis le 8 juin dernier de Nelson Mandela, suivi de l'affaire qui oppose son petit-fils Mandela à ses tantes sur le lieu où reposera Nelson Mandela, ont fini par convaincre certains ici que Madiba s'en était déjà allé. On sait conjuguer les verbes. Mandela, vraiment, c'était quelqu'un de bien. Mais Winnie, cette trentenaire réputée ici pour sa dextérité à griller, s'affouer, planter mur ou non, en veut à l'autorité préfectorale qui, il y a bientôt 4 ans, a décidé de débaptiser ce carrefour aux allures de quartier latin, une fois que le soleil entame sa course vers le coucher. Il n'était pas ni bandit, ni sa femme était Worowos. Et on vient dans un carrefour de Worowos et les bandits, on lui donne un nom de Nelson Mandela, le nom de Nelson Mandela. Et c'est donc pour moi, je vois que ça salit son image. Il ne mérite pas ce nom avec le carrefour. Carrefour, j'ai raté ma vie, ainsi s'appelait-il. Mais depuis, les appellations diffèrent. Carrefour Elf ou Carrefour Nelson Mandela. Malgré cette navigation à vue, les riverains ont déjà sorti les bougies, au cas où. Si à jamais Nelson Mandela meurt, au Carrefour Nelson Mandela, il y aura une veillée en sa mémoire. Il faut qu'on se mobilise et qu'on essaie d'allumer quand même une bougie. Oui, puisque c'est pas facile de faire des parents pour l'Afrique du Sud. Et même si cela était possible, beaucoup miséraient pour votre retour au pays. Une note dans ce journal, Alex Nanfax, l'étudiant membre de la DEC qui a été interpellé à Buea, a été libéré ce jour sous caution. Mais notons que Alex Nanfax sera donc présenté devant la barre le 22 juillet prochain au même titre que les autres étudiants de l'université de Buea en détention à la prison centrale de la même ville. Lutte contre la faim dans la région de l'Est Cameroun, dont plusieurs agriculteurs viennent de recevoir d'importants matériels agricoles à Bertois, le chef-lieu de la région de l'Est. Benjamin Essam et Julien Gué. La sous-alimentation touche une grande partie de la population camerounaise. En 2007, 25% de personnes étaient sous-alimentées au Cameroun. C'est fort de ce constat que le Programme national de sécurité alimentaire a été mis sur pied par le gouvernement avec pour objectif de lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire. Les agriculteurs de la ville de Bertois viennent de recevoir des outils et du matériel agricole. La journée mondiale de la population joue les prolongations dans ce journal avec les jeunes, les adolescents de la ville de Tchang qui ont été sensibilisés, de Bafang plutôt, qui ont été sensibilisés sur les grossesses précoces. C'est dans ce reportage d'Andine Gagnou et Sandine Babou. Les adolescentes qui deviennent mères, dont on estime le nombre à 6 millions chaque année, selon les Nations Unies, sont beaucoup trop nombreuses. Ces jeunes filles mères se heurtent à une sérieuse discrimination et à une exclusion qui les empêche de revendiquer leurs droits et d'accomplir leur véritable potentiel. Pour le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Emmanuel Nganou-Dioumessi, qu'accompagnait le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui présidait les manifestations de la Journée mondiale de la population à Bafang, il faut remédier à ce problème en éduquant la jeune fille. Tout part de l'éducation. D'abord au sein de la famille, ensuite dans les écoles et d'une manière générale dans la société. Certaines pratiques culturelles
qui font que les questions de sexualité soient encore des tabous doivent être éloignées. Cette éducation est particulièrement importante pour donner aux jeunes femmes mères les moyens de décider si et quand elles veulent devenir mères. L'adolescente reste exposée aux complications qui surviennent pendant la grossesse ou à l'accouchement. Il y a un prolongement du travail. S'effectue une rupture du tissu entre la vessie et l'utérus. C'est ce qu'on appelle une fistule obstétricale. Souvent, il y a d'autres complications comme la dystocie et l'hémorragie. Le Fonds des Nations Unies pour la population en a également profité pour faire connaître les actions menées dans le cadre de la coopération avec le Cameroun en matière de population. Nous mobilisons à travers les autorités décentralisées du ministère de la Promotion de la Femme et de la Jeunesse et de l'Éducation civique, avec le concours des délégations décentralisées du ministère de la Santé publique, pour que la communauté s'en rende compte et qu'elle se mobilise autour de ce danger. Des stratégies qui permettront de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans le département de l'Océan, de région du Sud Cameroun, le préfet instruit la rigueur dans la gestion des affaires publiques aux secrétaires généraux qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Joseph Abenabena. C'est la salle des fêtes de la communauté urbaine de Kribi qui abrite la cérémonie officielle d'installation des 8 secrétaires généraux des communes du département de l'Océan. Le préfet Antoine Bissaka, qui préside le rituel d'usage, interpelle ses collaborateurs à la moralité dans la gestion des biens publics. La société a des problèmes de morale et je crois que la commune fait partie de la société et par conséquent, là aussi, on trouverait certainement des situations pour lesquelles il faudrait que tous ceux qui travaillent dans toutes les administrations aujourd'hui intègrent l'éthique et la morale. Cette interpellation se justifie quand on sait que la plupart des communes de l'Océan sont parmi les mauvais élèves de la République. Des maires qui se comportent en monarques absolus, avec des arriérés de salaire allant au-delà de 19 mois, et des conseillers qui semblent totalement inconscients de leur rôle. C'est donc dans cette ambiance infernale de travail que les nouveaux secrétaires généraux prennent leurs fonctions. C'est un nouveau cadre de vie, rien n'est acquis. Nous allons mettre nos connaissances et nos expertises des milieux antérieurs. Ça veut dire que, par exemple, moi je sors de l'Okoundé, j'ai certainement appris beaucoup de choses en tant que secrétaire général là-bas. Et également, certainement, j'ai eu des faiblesses, mais je me dis, arrivé à Kribi premier, je dois encore améliorer ce que j'ai appris. Avec le scrutin du 30 septembre prochain, les citoyens, même s'ils n'ont pas grande influence sur le choix des candidats, espèrent avoir des hommes plus conscients des limites de leur pouvoir. Alors, cette note, avant de mettre un terme à la première partie de ce journal, suspension de la FECAFOOT, eh bien, le président de la FIFA a accueilli une délégation du Cameroun ce jeudi à Zurich. Joseph Sepp Blatter et ses hôtes, notamment René Emmanuel Sadi, à Doumgaroua, et l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, Léonard Henri Bindi, ont eu une conversation. Tout d'abord, sur le développement du football au Cameroun et sur la suspension de la FECAFOOT. Eh bien, les représentants camerounais se sont engagés à prendre des mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences de la FIFA et de faire lever cette suspension. Notons que la CAF et la FIFA sont donc en train d'identifier et de nommer les membres qui vont donc faire partie de la commission de normalisation. Mesdames, Messieurs, nous allons nous retrouver juste après la transition et nous allons parler de Nelson Mandela qui souffle ce jour sur ses 95e bougies, une journée instituée Mandela Day. Avec moi sur ce plateau, Edmond Kamgia, bonsoir.
Bonsoir Étienne, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, il faut rappeler que vous êtes journaliste à la Nouvelle Expression. C'est un quotidien, chef section politique internationale. En effet, nous avons consacré d'ailleurs un dossier sur Nelson Mandela aujourd'hui dans la Nouvelle Expression. Effectivement, alors Mandela qui souffle sur sa 95e bougie, eh bien, beaucoup de personnes ne vendaient pas cher le nombre de jours de vie qui restait à ce héros de la lutte anti-apartheid. Alors, on va dire que Mandela a dévié tous les pronostics. En fait, c'est que Dieu a écouté la prière des Sud-Africains, de nombreux amis et proches de Nelson Mandela à travers le monde qui souhaitaient qu'il vive le plus longtemps possible, y compris aujourd'hui. Et voilà, l'ONU qui a donc institué cette journée Mandela Day. Il s'agit en quelque sorte de consacrer 67 minutes à une activité collective, représentant ainsi les 67 années de Nelson Mandela. Est-ce que c'est une marque de reconnaissance véritable pour le combat mené par ces héros de la lutte anti-apartheid? Effectivement, c'est une marque de reconnaissance internationale à Nelson Mandela. Parce que cette journée instituée par l'ONU, et notamment par son institution spécialisée qui s'appelle l'UNESCO, en 2009, a été, n'est-ce pas, adoptée par l'ensemble des États membres de l'ONU pour, n'est-ce pas, promouvoir les valeurs que défend Nelson Mandela pendant toutes ces 67 années de militantisme, de combat au service des Sud-Africains et de l'ensemble des Africains. Et il faut le dire, parce que les 67 minutes que l'ONU demande à chaque citoyen dans le monde de consacrer à la communauté ou une bonne action autour de soi sont en réalité des actions caritatives, c'est-à-dire des actions symboliques. Voilà. Edmond Cambia, est-ce qu'on a l'impression que 4 ans après l'institution du 18 juillet comme Mandela Day, que les Africains d'abord, qui sont les premiers concernés, puisque Mandela étant africain, se sont appropriés ces idéaux que souhaite véhiculer l'ONU à travers cette journée du 18 juillet? Oui, on peut le dire. Les Africains se sont appropriés cette journée, les Sud-Africains d'abord, les autres pays africains, mais le monde entier également. Mais il faut le dire, c'est un processus, c'est tout à fait récent, 4 ans. C'est pas long. Il faut qu'après un certain nombre d'années, pour que l'ensemble des peuples du monde, parce qu'il faut le dire ici, il ne s'agit pas seulement des peuples sud-africains ou des peuples africains. Nelson Mandela appartient à l'humanité. C'est-à-dire, on a choisi une journée dans le monde entier pour promouvoir les valeurs que défendait Nelson Mandela. C'est une personnalité parmi 7 milliards d'individus sur la Terre. Et ça, c'est la toute première fois, n'est-ce pas, qu'on permet à, n'est-ce pas, une journée internationale de porter le nom d'un individu. Cela signifie que Mandela, c'est une personnalité exceptionnelle, c'est une personnalité extraordinaire qui a posé des actes, j'allais dire, divins. Alors, est-ce que 67 minutes, c'est largement suffisant pour qu'on puisse honorer 67 années de lutte pour la liberté et l'égalité des peuples? Je pense que ce qui compte, c'est le symbole. Ce qui compte, c'est davantage le symbole. 67 minutes, c'est trop peu. Mais si chacun, ce jour-là, peut poser un acte, une bonne action, un acte salutaire, un acte de solidarité dans sa communauté, je crois que c'est un pas de plus pour la civilisation de la solidarité à travers le monde. Alors, cet anniversaire se déroule dans un contexte assez particulier. Nelson Mandela est toujours interné depuis le 8 juin dans un hôpital à Pretoria. Est-ce que peut-être cela pourrait peut-être donner l'envie d'espérer pour peut-être des lendemains qui Mandela puisse se relever de son lit de l'hôpital par rapport à ce qui s'est passé ce jour? Oui, tout est possible. D'abord, il faut remercier le Seigneur, remercier Dieu Tout-Puissant d'avoir permis que Mandela fête ses 95 ans. Même s'il est sous assistance respiratoire, même s'il est dans son lit d'hôpital, il est bel et bien vivant. Et il peut, n'est-ce pas, en communion avec tous ceux qui l'aiment à travers le monde, vivre ce moment. Et il faut également espérer qu'il vivra encore un bon moment et que peut-être, comme a dit Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain récemment, qu'il puisse rentrer même chez lui, en Kounou notamment, c'est-à-dire le village où il a passé son enfance, avant de partir définitivement lorsque Dieu l'aura voulu. Voilà, vous avez fait allusion aux personnes qui tiennent à Nelson Mandela. Encore au premier rang, ce sont d'ailleurs ses membres les plus proches, c'est-à-dire c'est sa famille. Mais on a quand même constaté un fait
si on peut le dire un peu inédit, c'est que cette famille était déchirée par une querelle. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire que la famille Mandela puisse mettre au grand public la querelle interne à ce moment où Mandela avait beaucoup plus besoin de leur soutien? Effectivement, c'est dommage. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était même pas normal d'étaler sur la place publique des problèmes qui auraient pu se régler en interne. Il y en a deux. Mais le problème qui a le plus été évoqué dans les journaux, c'est l'affaire des 3 enfants du premier mariage de Nelson Mandela qui étaient décédés et qui avaient été inhumés, n'est-ce pas, en Kounou, et dont le chef traditionnel de Mvezo, le petit-fils de Nelson Mandela, qui s'appelle Mandla Mandla, avait obtenu, n'est-ce pas, à travers une décision de justice, la possibilité de les inhumer en Mvezo, le village où est né Nelson Mandela. Mais récemment, fort heureusement, il faut le dire, l'affaire est repassée au tribunal à travers une requête d'une quinzaine de membres de la famille Nelson Mandela, notamment de la fille aînée, Makasiwe Mandela, et des autres membres de la famille. La justice leur a permis d'inhumer à nouveau les 3 premiers enfants décédés de Nelson Mandela à Kounou, le village où lui-même a souhaité être inhumé un jour. Alors, est-ce que Edmond Kambia, si on ne le souhaite pas, mais si Nelson Mandela venait à disparaître demain, vous croyez qu'il y aura toujours l'unité au sein de sa famille nucléaire? Il faut l'espérer, c'est tout ce qu'il faut dire. Il faut espérer qu'il y aura l'unité et la réconciliation au sein de sa propre famille, parce que d'abord, Mandela a été pour son pays, pour son peuple, n'est-ce pas, l'icône mondiale de la réconciliation et du pardon. Ça, c'est pour citer Desmond Tutu. Il serait assez paradoxal que celui-là même qui apporte la paix, la réconciliation dans son propre pays, n'ait pas la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir au sein de sa propre famille la réconciliation. C'est vrai, c'est des paradoxes de l'histoire, mais il faut souhaiter et espérer que cela ne se passe pas ainsi, si Mandela n'est plus. Bon, est-ce que ce qui se passe dans sa famille ne donne pas peut-être raison à ceux qui ont pensé un seul instant qu'avec la disparition, si jamais Mandela venait à disparaître, l'Afrique du Sud va connaître une certaine instabilité? Est-ce que ça ne donne pas raison? Vous posez la question qui fait mal. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si la santé de Nelson Mandela intéresse la communauté internationale, je préfère dire ainsi, la communauté internationale, c'est-à-dire pas seulement l'Afrique du Sud, pas seulement l'Afrique, mais l'ensemble des partenaires de l'Afrique du Sud. Je pense notamment aux pays occidentaux. N'oubliez pas que Barack Obama a effectué un voyage récemment dans 3 pays africains, notamment l'Afrique du Sud. Même si officiellement il n'a pas eu la possibilité de rencontrer Nelson Mandela, il a posé des actes forts, il a adressé des paroles fortes pour montrer que Nelson Mandela, c'est un héros du monde, c'est quelqu'un dont la présence physique a beaucoup apporté à son pays, et l'espoir qu'à sa disparition, l'Afrique du Sud reste un pays de paix montre très bien la préoccupation d'une bonne partie du peuple sud-africain. Parce qu'en réalité, il faut le dire ici, si certains Sud-Africains seraient inquiets de la disparition éventuelle qui arrivera, parce que c'est un processus irréversible de Nelson Mandela, c'est parce qu'ils ont peur qu'au lendemain d'une éventuelle disparition de Nelson Mandela, le compromis historique ne soit plus respecté, parce qu'il y a un compromis historique qui a permis, n'est-ce pas, ce changement que l'on a connu, c'est-à-dire le démantèlement de l'apartheid. Il a fallu des négociations, il a fallu un compromis. Alors, l'inquiétude, c'est est-ce que la direction de l'ANC, après la disparition de Nelson Mandela, va maintenir la même ligne politique? C'est ça la question. Alors, Edmond Kambia, est-ce que Nelson Mandela, aujourd'hui, 85 ans, c'est vrai qu'il a 95 ans, autant pour moi, c'est vrai qu'il est très affaibli par la maladie, mais après 27 ans passés en prison, il revient, il a les pleins pouvoirs, il accède à la tête de l'État sud-africain. On s'attendait à ce qu'il puisse y avoir de la vengeance. Alors, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez comprendre ce comportement de Nelson Mandela? Oui, c'est pour cela que je disais tantôt que Nelson Mandela a posé des actes très forts, notamment l'acte le plus divin qu'un homme puisse poser, le pardon. Nelson Mandela a pardonné, mais il a mis sur pied une commission vérité et réconciliation qui a permis de faire la transition entre la période de l'apartheid et la période post-apartheid. Et c'était fondamental. Monseigneur Desmond Tutu, l'archevêque émérite du Cap, a présidé cette commission qui a rendu son rapport en 1998, un an avant le départ
du pouvoir de Nelson Mandela. Vous avez l'impression que beaucoup de chefs d'État africains ont pu peut-être tirer un enseignement de ce comportement, de cette attitude de Nelson Mandela? Je le regrette fort. Parce que si beaucoup de dirigeants africains avaient écouté et suivi la voix de Nelson Mandela, il y aurait très peu de conflits et très peu de crises en Afrique. Malheureusement, il y a beaucoup trop de conflits qui auraient pu se régler au terme de négociations, au terme de consensus, au temps de la recherche de compromis, autour, n'est-ce pas, des points qui permettent de vivre ensemble au sein des communautés africaines. C'est possible. Mandela a montré l'exemple. Malheureusement, il n'est pas suivi par beaucoup de dirigeants dans le monde, et notamment les dirigeants africains. Et c'est dommage. C'est vrai que Edmond Kambia, dans Mandela Day, voudrait bien qu'on consacre 67 minutes pour poser des actes de collectivité. Je crois qu'on a consacré 15 minutes. On n'est pas allé peut-être à 67, mais on a quand même pu également, à notre manière, rehausser ou alors la mémoire de ce grand leader de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Oui, tout à fait. Il faut espérer que les Sud-Africains, les Africains et l'ensemble des dirigeants dans le monde vont copier et imiter le leadership exceptionnel de Nelson Mandela. Merci Edmond Kambia d'avoir répondu à cette invitation. C'était un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout le plaisir a été le nôtre de vous savoir nombreux. Derrière vos petits écrans, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.